Bonjour, bienvenue au cours sur la Colombie-Britannique. Alors, la Colombie-Britannique, la population se compose majoritairement de personnes d'origine britannique, mais surtout écossaise. On a aussi une bonne population de personnes asiatiques. De un, parce que la Colombie-Britannique est très proche de l'Asie, mais aussi si on se rapporte au temps de la construction des chemins de fer. En fait, ce qu'on a fait, c'est que les Chinois, par exemple, étaient très avancés au niveau des chemins de fer. Donc, on les a fait venir ici en Colombie-Britannique en leur promettant qu'une fois les chemins de fer construits, on les ramènerait dans leur pays. Évidemment, on les payait quand même assez cher pour l'époque, donc c'était très attirant pour les personnes asiatiques. Malheureusement, à la fin de la construction des chemins de fer, on les a laissés un petit peu à l'abandon et ils sont restés justement en Colombie-Britannique. C'est pour ça aussi qu'on va retrouver un des plus grands quartiers chinois en dehors d'Asie. Si on se rapporte aussi à quelques années auparavant, la Colombie-Britannique est devenue vraiment populaire à cause de la ruée vers l'or dans le fleuve Fraser. Donc, les gens venaient d'un peu partout pour venir récolter quelques pépites d'or. Je vous ai parlé également du chemin de fer. D'ailleurs, Vancouver est le terminus du Canadian Pacific depuis 1860. La province est également riche en forêts. D'ailleurs, la Colombie-Britannique produit près du trois quarts du bois de charpente qui est utilisé au Canada. La province est également très riche puisqu'elle est sur la côte du Pacifique, donc tout ce qui est poisson, fruits de mer, mais en particulier le saumon de la Colombie-Britannique. Alors, le site Internet de tourisme de la Colombie-Britannique, c'est tourisme-cb.com. Je vous présente sans plus attendre un petit vidéo qui vous montre un peu les attraits de la Colombie-Britannique. Le vidéo n'aura pas de son, mais vous allez voir, c'est simplement 1 minute et le but, c'est vraiment d'admirer les merveilleux paysages de la Colombie-Britannique. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, la Colombie-Britannique, vraiment réputée pour les paysages, pour les sports également de plein air, pour les visites de jardins, pour les compétitions de surf, l'observation de baleines. Vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Et encore une fois, je vous dirais d'ajouter la Colombie-Britannique sur votre liste de 50 endroits à visiter avant de mourir. Surtout, c'est au Canada, donc beaucoup plus accessible qu'un peu partout dans le monde. Évidemment, c'est un petit peu plus cher que le reste du Canada, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Donc, on commence sans plus attendre les attractions de la Colombie-Britannique. On s'en va tout de suite du côté de la capitale, donc Victoria. Victoria est située sur l'île de Vancouver, donc en partance de Vancouver pour se rendre jusqu'à Victoria, il faut compter environ 1h35 en traversier. Alors, Victoria, comme je le disais, c'est la capitale. Pourquoi ça s'appelle Victoria? C'est en l'honneur de la reine Victoria. Victoria est située sur la pointe sud de l'île de Vancouver. D'ailleurs, l'île de Vancouver, c'est la plus grande île de la côte ouest de l'Amérique. Sur l'île de Vancouver, c'est un climat exceptionnellement doux, donc agréable vraiment à l'année. Victoria est également un important port de croisière, plus pour les croisières
à destination de l'Alaska. Les plus grandes compagnies croisières vont partir de Victoria. Donc, on a Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Princess, Holland America, Celebrity, Oceania, Cunard. Donc, vraiment, toutes les grandes compagnies vont avoir des départs du port de Victoria. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le Parlement de Victoria, donc c'est là où se passe l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Le Parlement est directement face au port et dans les jardins du Parlement, on va retrouver également une statue de la reine Victoria et un mémorial d'un soldat en l'honneur des personnes qui sont décédées durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'accès au Parlement est gratuit. Vous pouvez faire des visites guidées de l'histoire, qui vous racontera, l'histoire du Parlement de Victoria. Donc voilà la statue de la reine Victoria dont je vous parlais juste devant le Parlement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le musée provincial. Donc, le musée provincial se situe derrière le Parlement. C'est un bâtiment historique qui date de 1886. C'est un musée d'histoire naturelle et humaine de la Colombie-Britannique. On y retrouve un musée et un cinéma IMAX. Si vous voulez faire la visite du musée en plus de visionner un film IMAX, il vous en coûtera 34 $ par personne. Donc, voici l'intérieur du musée. On se dirige maintenant du côté du parc Thunderbird. Donc, le parc Thunderbird est situé juste à côté du musée et ça fait partie de la plus grande collection de sculptures amérindiennes du 19e siècle. Donc, c'est gratuit, vous vous promenez et vous admirez les sculptures amérindiennes. Le parc Beacon Hill se situe en plein cœur du centre-ville de Victoria. Ce sont des sentiers, en fait, de randonnée pédestre, des chemins au bord de la mer. Vous allez également retrouver un zoo dans le parc. Donc, je vous montre un petit peu, ça a l'air de quoi. Donc vraiment de toute beauté, surtout l'été et l'automne avec toutes les couleurs, c'est absolument magnifique. Vous allez retrouver des sculptures fabriquées avec la végétation de la Colombie-Britannique. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'hôtel Empress. Donc, encore là, avec l'architecture, on voit tout de suite que c'est un hôtel qui appartient à la chaîne Fairmont. Par contre, à l'exception de tous les autres Fairmont qui sont des 5 étoiles, l'hôtel Empress, c'est un 4 étoiles. Cet hôtel-là est situé en face du Parlement et du port. Il est considéré comme un des symboles de la ville et d'ailleurs, c'est un des plus anciens hôtels de la chaîne Fairmont et un des plus réputés. Donc, le prix moyen en basse saison, on va parler de 309 $ la nuit en occupation double et en haute saison, on peut facilement monter à 500-600 $ en occupation double. Voici donc une photo de la chambre, donc un petit peu moins luxueux que ce qu'on est habitué avec les Fairmont, mais ça reste tout de même très élégant. Le Inner Harbor, pardonnez-moi pour la prononciation, fait partie d'un des plus beaux petits ports du monde. D'ailleurs, c'est un port qui est très riche en histoire puisque les Premières Nations s'en sont servies autrefois comme port. Donc, vous pouvez faire la visite, une petite visite guidée qui va vous raconter vraiment en détail l'histoire du port. Donc, ce qu'on retrouve dans le port, évidemment, les bateaux de croisière, mais aussi des bateaux de plaisance comme ce que vous voyez à l'écran. On va partir également du Inner Harbor pour aller faire des croisières pour l'observation de baleines. Et l'été, vous avez des importants festivals qui vont se passer autour du port. Alors, un de mes coups de cœur et un des endroits les plus visités de Victoria, c'est le jardin Butchart. Ce jardin-là est reconnu mondialement. Il attire pas moins d'1 million de visiteurs par année. On retrouve en fait plus de 5 millions de fleurs, comme ce que vous voyez à l'écran. Ce sont des petits jardins avec plein de fleurs, d'arbres de plein de couleurs différentes, donc ça vaut vraiment la peine. On est environ à 20 minutes du centre-ville, donc ça se fait très très bien. Vous pouvez le visiter autant l'été que l'hiver. Évidemment, le prix varie puisqu'il y a moins de fleurs et d'arbres l'hiver, donc on parle de 24 $ l'hiver et de 34 $ l'été.
Donc, voici un autre panorama que vous pourriez avoir lorsque vous allez faire la visite du jardin. Pour faire la visite du jardin, évidemment, il faut compter au moins 2, 3 heures si vous voulez prendre le temps de vraiment admirer, de prendre votre temps, d'emmagasiner toutes ces belles images dans votre tête. Alors, ce que vous voyez, c'est l'île de Vancouver. Donc, l'île de Vancouver, c'est une île de 460 km de long et 80 km de large. Comme je disais au début, c'est la plus grande réserve de bois de charpente au monde. Qu'est-ce que le bois de charpente? C'est le bois destiné à la construction. Ce qu'on peut faire sur l'île de Vancouver, de la randonnée, de la pêche, plage, et c'est aussi la résidence de plus de 7000 Amérindiens. Voici maintenant le parc national des chutes de la Petite Qualicum. Alors, c'est un parc provincial où l'on retrouve une forêt de sapins de Douglas. Donc, c'est une sorte de sapin qui est unique euh, à la Colombie-Britannique. On va la retrouver à quelques autres endroits dans le monde, mais plus principalement en Colombie-Britannique. Pourquoi ce sont des sapins qui sont particuliers? Parce que ce sont des énormes sapins qui peuvent atteindre jusqu'à 75 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Donc, c'est vraiment très, très gros. C'est une espèce menacée, donc on essaie le plus possible de la conserver. Donc, dans le parc, évidemment, vous avez les chutes à visiter. Vous avez également des rivières et des sentiers de randonnée, donc vraiment une activité à ne pas manquer. Les chutes de la Little Qualicum est située à Nanaimo, dans cette région-là, et c'est d'ailleurs de cette région-là d'où viennent les fameuses bars Nanaimo. Si vous n'en avez jamais mangé dans votre vie, je vous garantis, vous allez en manger une fois, et probablement que vous ne pourrez plus vous arrêter après, vous allez en manger encore et encore. Malgré que c'est très sucré, ça vaut la peine, ça me donne d'ailleurs le goût d'en manger encore. Donc voici une photo du sapin de Douglas que je vous parlais auparavant. Donc si vous regardez la personne qui est complètement à gauche versus le tronc du sapin, donc on se sent vraiment minuscule à côté de ces arbres-là. On poursuit maintenant avec le parc national Pacific Rim. Alors, ce parc national-là est situé au sud-ouest de l'île. Qu'est-ce qu'on peut faire de la plage? Donc, vous avez 16 km de plage. Vous pouvez faire également quelques endroits du surf. Et je vous amène tout de suite vers la plage de Comber Beach, où vous avez beaucoup d'otaries, en fait, qui viennent donner naissance à leurs bébés sur la plage. Donc, pour les amateurs d'otaries, vous pouvez aller les voir. Évidemment, on ne peut pas vraiment s'approcher très près. Nous nous en allons maintenant du côté de Tofino. Donc, Tofino, c'est un magnifique petit village qui est très touristique. Je vous montre quelques images, donc un petit vidéo. Alors, comme vous avez pu observer dans la vidéo, énormément de vagues. Tofino est une destination surf. D'ailleurs, chaque année, il y a un championnat mondial de surf. Autre chose également particulière à Tofino, c'est le storm watching. Donc, les gens vont aller observer les tempêtes, les éclairs, en fait, sur le bord de la plage. C'est vraiment une expérience unique. Et pourquoi on va aller observer ce phénomène naturel-là à Tofino? C'est parce qu'il n'y a pas de terre entre Tofino et le Japon. Donc, ça crée en fait une combinaison de vent chaud et froid qui se rencontrent. Et là, ça va créer justement les vagues. Et lorsqu'il y a une tempête, ça va vraiment se diriger du côté de Tofino à toute allure. Donc vraiment, une destination incroyable. Autre chose également, comme les vents chauds et les vents froids se rencontrent, c'est l'endroit idéal pour aller voir la migration de milliers de baleines vers la
mi-mars. Alors, comment se rend-on à Tofino? C'est assez laborieux, je dois l'avouer. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez par traversier, qui est quand même très, très long, mais qui coûte beaucoup moins cher, ou vous y allez par petit avion d'environ 10 personnes, qui vous coûte environ 300 $ pour faire la traversée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est justement l'aéroport de Tofino. Donc, la personne qui descend vos bagages de l'avion est exactement la même personne qui vous accueille à l'intérieur euh, pour vous donner vos renseignements et tout ça. Donc, vraiment très, très, très petit aéroport. Si vous décidez de le faire en bateau, vous allez croiser plusieurs îles. Vous allez remarquer que, comme je vous le disais auparavant, la Colombie-Britannique, on a beaucoup, beaucoup d'Amérindiens. Il y a un peuple d'Amérindiens qui, pour régler les problèmes d'alcoolisme ou de drogue, ce qu'ils vont faire, c'est si par exemple un membre de la communauté a un problème de drogue, on va aller le placer sur une île tout seul, le temps qu'il soit sevré de l'alcool et de la drogue. Donc, les membres quand même de la communauté vont aller lui porter de la nourriture à tous les jours pour pas qu'il meure quand même. Mais cette personne-là n'a pas le droit de revenir dans la communauté tant qu'il n'est pas sevré. Donc, il n'a pas le droit de demander de l'aide et même la police est avertie qu'ils ne peuvent pas les aider, donc ils ne peuvent pas les ramener. Si cette personne-là décide quand même de demander de l'aide à quelqu'un et de revenir dans la communauté sans avoir été sevré, ils vont être bannis de la communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable puisque quand vous passez en bateau, vous entendez ces gens-là crier, en fait, parce que ça fait peut-être des fois 20 jours, 30 jours qu'ils vont être sur l'île. Donc, on fait attention. Tofino est également réputé pour ses hot springs. Donc, ce sont des sources d'eau chaude naturelles. Donc, vous pouvez aller un peu partout à Tofino pour profiter de ces merveilles naturelles. Donc, voilà le surf que je vous parlais tout à l'heure. Donc, les vagues sont quand même assez hautes. Donc, c'est pas les débutants, en fait, qui peuvent faire du surf à Tofino. On va parler plus de intermédiaires et experts. On se dirige maintenant du côté de Vancouver. Donc, un peu comme l'île de Vancouver, Vancouver va avoir un climat quand même assez doux. On va parler d'environ 1-2 degrés l'hiver et d'environ 22 degrés l'été. Donc, vraiment agréable à l'année. Donc, Vancouver, il faut se rappeler qu'en 1886, il y a eu un incendie qui a presque détruit l'entièreté de la ville. Tout a été reconstruit, donc on ne retrouve presque pas de bâtiments qui datent d'avant l'incendie. Donc, tous les autres bâtiments vont avoir été reconstruits après l'incendie de 1886. On se dirige maintenant du côté de la rue Georgia et Robson. Donc, c'est la rue principale du centre-ville. C'est un peu comme notre rue Sainte-Catherine. Donc, on va retrouver restaurants, bars et boutiques. Ce sont des rues qui sont très animées, autant de jour que de soir. Vous avez même petite patinoire à l'extérieur l'hiver, si jamais ça vous dit d'aller patiner tout en magasinant. Le musée d'art de Vancouver est situé dans l'ancien palais de justice. C'est un musée qui est reconnu mondialement. On y retrouve une grande collection d'art d'artistes canadiens. Donc voici un petit peu l'intérieur du musée. Granville Island, donc Granville Island, c'est une île en plein cœur de la ville de Vancouver. Qu'est-ce qu'on retrouve à Granville Island? C'est un peu un marché Jean Talon. Donc, c'est vraiment piétonnier seulement et on va retrouver des fruits, des légumes, des produits frais, des boutiques de l'artisanat locaux. Donc, je vous montre dans la prochaine diapositive, ça ressemble un petit peu à quoi en détail. Donc, c'est quand même très, très grand. Donc, comme je vous disais, vous avez le marché public, vous avez une petite université, des boutiques et ainsi de suite. Donc, si vous voulez visiter Granville Island, je vous dirais compter environ au moins une demi-journée de visite. Donc, voilà, ça a l'air de quoi vu d'en haut.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des Seabus. Donc, évidemment, oui, ils ont les transports en commun régulés comme on connaît, mais ils ont aussi ces espèces de petits traversiers-là, ferries en fait, qui vont partir du centre-ville de Vancouver et qui vont se rendre jusqu'à North Vancouver. Donc, c'est en fait 4 navettes qui vont être opérationnelles de 6 heures le matin jusqu'à 1 heure du matin du lundi au samedi. Donc, c'est environ 15 minutes pour faire l'aller et 15 minutes pour le retour. Ces navettes, ces ferries-là vont partir environ toutes les 15 minutes. Vous allez avoir une nouvelle navette. Quelques informations importantes avant que je continue avec les attractions de Vancouver. Donc, Vancouver, c'est la 3e ville la plus peuplée de l'Ouest canadien. Le coût de la vie est quand même très cher. Vancouver, on va retrouver autant la modernité avec les gratte-ciels que le côté nature avec les paysages, les jardins, les montagnes et ainsi de suite. Vancouver, nous sommes environ à 5 heures de vol de Montréal en avion. Vancouver est également un important port de croisière, autant les croisières vers l'Alaska que vers la Riviera mexicaine. Encore là, toutes les grandes compagnies de croisière vont avoir des départs de Vancouver. Donc, on parle de Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival, Princess, Holland America, Celebrity, Cunard, Princess et ainsi de suite. Donc, vraiment, une grande ville de croisière. Donc, on continue maintenant avec Canada Place. Donc, si vous regardez l'architecture, vous allez voir que ça ressemble à l'opéra de Sydney en Australie. Donc, qu'est-ce que c'est Canada Place? C'était l'ancien pavillon du Canada lors de l'Expo en 1986. Ce que c'est maintenant, c'est un palais des congrès qui est relié en fait à 2 hôtels. Donc, vous avez le Pan Pacific Hotel. Vous avez également le Fly Over Canada. Donc, c'est en fait une expérience 4D. Donc, vous êtes à bord d'un deltaplane et vous vous promenez au-dessus de toutes les attractions les plus populaires au Canada. Pendant votre voyage, lorsque, par exemple, vous êtes au-dessus, dans ce cas ici, sur la photo, des chutes Niagara, vous allez avoir une odeur d'eau, en plus d'avoir une petite brise qui va venir sur vous. Si vous passez au-dessus des sapins, vous allez avoir une odeur de sapin. Toujours attaché au Canada Place, en fait, vous avez un passage qui relie le terminal de croisière ainsi que le métro. Et un autre hôtel qui se trouve attaché au Canada Place, c'est le Fairmont Waterfront, donc ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un Fairmont qui est beaucoup plus moderne que ce qu'on est habitué, une architecture totalement différente. Mais encore là, si vous regardez, c'est l'hôtel idéal justement pour les croisières. Donc, si vous regardez complètement à votre droite, vous allez voir le terminal de croisière. Ce Fairmont-là, en basse saison, on va parler d'environ 360 $ la nuit. En haute saison, peut facilement lui aussi monter à 500-600 $ en occupation double. Donc, je vous montre les chambres. Encore là, totalement différent de ce qu'on est habitué avec les Fairmont, beaucoup plus moderne, beaucoup plus au goût du jour. Et regardez la vue magnifique que vous avez de votre chambre. Donc, si je reviens dans la photo précédente, vous allez voir que l'hôtel a été construit de façon à ce que peu importe où vous soyez dans l'hôtel, vous ayez vraiment une vue à couper le souffle. On s'en va maintenant au Chinatown de Vancouver. Donc, comme ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est le plus grand quartier chinois au Canada. C'est en fait les anciennes ouvriers du Canadian Pacific, donc les chemins de fer, qui ont créé ce quartier chinois-là. Donc, un peu comme partout dans les quartiers chinois, on va retrouver des restaurants ainsi que des boutiques. Donc, voilà une petite map du quartier chinois de Vancouver. Donc, encore là, très, très grand, beaucoup plus grand en tout cas que nos 2 rues à Montréal.
Nous nous dirigeons maintenant à Gastown. Gastown, c'est le quartier historique de Vancouver. C'est en fait là où a commencé la ville de Vancouver, donc les débuts de la ville. On va retrouver un petit peu comme le Vieux-Port, les rues pavées, comme autrefois. Le symbole de Gastown, c'est l'horloge que vous voyez à l'écran, donc c'est une horloge à vapeur. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Stanley Park. Stanley Park est plus grand que Central Park, qui est quand même assez grand. C'est un parc qui attire pas moins de 8 millions de visiteurs par année. Ce qu'on retrouve à l'intérieur du parc, une forêt, des promenades le long de l'eau, des totems comme ce que vous voyez à l'écran, des jardins, bâtiments historiques. Vous avez également un parc aquatique, piscine, plage et l'aquarium de Vancouver. Vous pouvez évidemment faire le tour du parc à pied ou en petit train miniature. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un des sentiers de randonnée que vous pouvez faire le long de l'eau. Je vous ai dit qu'on avait l'aquarium de Vancouver dans le parc Stanley, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. L'aquarium de Vancouver est le plus grand aquarium au Canada. Il va accueillir pas moins de 70 000 animaux aquatiques. Pour faire la visite de l'aquarium, il vous faudra avoir 36 $ canadiens par personne. Adjacent au parc Stanley, vous avez la baie des Anglais. Donc, la baie des Anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une plage de 10 km directement au centre-ville de Vancouver. C'est une plage qui est hyper populaire au niveau des locaux et des touristes, Et vous avez également une partie de la plage qui va être dédiée aux personnes nudistes. On se dirige maintenant vers une des attractions les plus populaires de Vancouver. C'est le pont Capilano. En fait, c'est un réseau de 7 ponts en tout qui sont situés à la cime des arbres et qui vont passer au-dessus des rivières. Donc, vous avez des petits ponts comme ce que vous voyez à l'écran, ainsi que des observatoires. Donc, je vous montre un petit peu. Ça a l'air de quoi? Donc, vous avez également des planchers en verre. La personne que vous voyez à l'écran, c'est ma sœur. Donc, si vous regardez les petits observatoires, vous pouvez suivre le long les ponts, sinon vous avez des petits observatoires. Donc, vous passez quand même au-dessus de la rivière. Les ponts sont environ à 230 pieds de haut. Donc, voilà, ça ressemble un petit peu à quoi? Et vous avez le pont suspendu Capilano ici. Pour faire la visite du parc et ainsi que du pont Capilano, il faudra payer 40 $ canadiens. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la route Squamish. Donc, la route Squamish est située sur la rive nord. C'est 100 km spectaculaires qui va partir en fait de Vancouver et qui va se rendre jusqu'au mont Whistler. On l'appelle l'autoroute de la mer au ciel parce que vraiment vous avez des paysages absolument magnifiques. C'est d'ailleurs la seule route de Vancouver jusqu'à Whistler. Donc voici un aperçu de la route Squamish, donc des paysages que vous pourriez apercevoir. Le long du chemin, les gens s'arrêtent souvent aux chutes Shannon. Donc, ça fait partie d'un des arrêts les plus touristiques de la route Squamish. Donc, ce sont 3 chutes, en fait, avec une vue absolument magnifique. On se dirige maintenant du côté de la ville de Whistler. Alors, Whistler, c'est une ville de villégiature qui abrite la station d'hiver renommée Whistler Blackcomb. C'est aussi la plus grande station en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on retrouve en fait, ce sont 2 montagnes que je vous montre à l'instant. Donc, on a la Blackcomb Mountain et Whistler Mountain. Pour pouvoir faire du ski durant une journée à Whistler, il faudra compter 144 $ par personne.
D'ailleurs, Whistler a été l'hôte des Jeux olympiques en 2010. Alors, outre le ski, ce que vous pouvez faire, c'est de l'escalade de glace. Le village de Whistler est un village piétonnier. Toujours à Whistler, on retrouve le Fairmont Whistler. Donc là, on retrouve vraiment l'architecture typique des Fairmont. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles et on va parler d'environ 700 $ l'hiver et c'est le tarif le moins cher en occupation double. Donc, voici un petit peu l'intérieur des chambres. Donc là, encore là, on a le cachet rustique, mais tout de même élégant des Fairmont. Donc, voilà le petit village bucolique de Whistler. Donc, vraiment super avec les petites boutiques, les petits restaurants, les bars. C'est vraiment une visite que je vous conseille. On se dirige maintenant du côté des gorge de Fraser et de la Thompson. Alors, c'est une région qui se situe au nord-est de Vancouver. C'est vraiment une destination qui est très historique. D'ailleurs, dans les années 1670, on faisait le commerce des fourrures à cet endroit-là et on peut encore y retrouver des traces. Donc, nous sommes dans la région du fleuve Fraser. Le fleuve Fraser a été hyper populaire à cause de la ruée vers l'or dans les années 1858. En fait, on estime qu'environ 30 000 personnes ont envahi la région, donc de la ville de Hope jusqu'à Yale. Et d'ailleurs, ça a été tellement achalandé que dans les années 1858 à 1860, l'Empire britannique n'a pas eu le choix de fonder la colonie de la Colombie-Britannique. D'ailleurs, au moment de la ruée vers l'or, Fort Yale était la plus grosse ville à l'ouest de Chicago et la plus grosse ville au nord de San Francisco. La route la plus populaire pour se rendre justement vers la ruée vers l'or, c'était la Caribou Railroad. Donc, ça a été une construction en fait qui partait de Yale jusqu'à Bankerville en passant par une route dangereuse de canyon. Donc, on essayait en fait de rejoindre la ville de Caribou où l'or était exploité. Ça devait se rendre originalement jusqu'en Alberta, mais le projet a été abandonné. Ce que vous voyez à l'écran, ça fait partie de la ville de Yale. Donc, la ville de Yale, c'est un ancien fort de la compagnie de la baie d'Hudson. C'est une ville qui a connu la ruée vers l'or et c'est maintenant une importante gare de train. Donc, voici une photo d'époque de la ville de Yale. Et voici la fameuse Caribou Railroad, donc le sentier que je vous parle. Donc, ça partait vraiment de la ville de Yale pour se rendre jusqu'à Barkerville. Alors, sur le fleuve Fraser, on va retrouver Hell's Gate. Le fleuve Fraser, c'est vraiment un fleuve qui est très tumultueux, beaucoup de rapides également. Donc, ça a toujours été difficile pour les hommes de traverser le fleuve Fraser si on regarde la pancarte que vous voyez à l'écran. Donc, ce que ça dit, c'est que ça a toujours été difficile, même pour les Indiens, les Amérindiens d'autrefois. Les canots ne s'aventuraient pas non plus dans le fleuve. Donc, c'est encore un combat de nos jours pour savoir qui va gagner entre le fleuve ou les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à Hell's Gate? Vous avez un pont suspendu et un observatoire pour admirer le fleuve Fraser. Vous avez également une espèce de petit téléphérique qui va passer au-dessus du fleuve. Mais pourquoi je vous en parle vraiment du fleuve Fraser? Parce que c'est un important fleuve pour la pêche et vous avez le saumon, en fait, qui va remonter le fleuve. On estime environ 10 millions de saumons Sockeye qui vont passer par le fleuve Fraser l'été. Donc, voilà ce que je vous parlais. Vous avez le pont ici, ainsi que le petit téléphérique au-dessus. Et le fameux saumon Sockeye de la Colombie-Britannique.
On se dirige maintenant vers la vallée de l'Okanagan. Donc, la vallée de l'Okanagan, souvent, je vous dirais le 3/4 du temps, est inclus dans les circuits qui vont dans l'Ouest canadien. C'est une région réputée pour ses vignobles, ses vergers, son calme et sa température. Donc, on va retrouver un peu plus de 200 vignobles près de Kelowna, la ville principale de la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Kelowna? Kelowna, c'est le centre touristique pour la voile et les sports nautiques. Vous avez également de magnifiques plages pour pouvoir profiter de la belle température et de l'eau. Dernier endroit que je vous parle, c'est le parc national Yoho. C'est un des parcs les plus beaux de la Colombie-Britannique. On retrouve le lac Emerald qui doit son nom justement à sa couleur et au reflet du paysage montagneux qui se reflète dans le lac Emerald. Ce qu'on peut faire dans le parc national, évidemment, observation de la nature, du canot, randonnée pédestre, pêche. Dans le parc, on retrouve également les chutes Takaka, qui sont des chutes de 254 mètres de haut, qui font partie des chutes les plus hautes du Canada. Donc, pour conclure la Colombie-Britannique, on se rappelle que c'est vraiment une destination historique, une destination de paysage, de plein air, tout en ayant un petit côté moderne. On retrouve également des vignobles et plusieurs sortes de poissons et fruits de mer. Donc, voilà ce qui conclut pour la Colombie-Britannique.